Un jour, sur la Terre, One day on Earth. Eines Tages auf Erden بركم برجعهم بتاعكم بتاعهم один день, одна земля. Un día en la Tierra Dans une ville, il y avait une maison dans laquelle il y avait des arbres et... Martha lit un extrait d'une Histoire sans mots, livre conçu par Xu Bing, un artiste chinois célèbre. Xu Bing a constitué un vocabulaire uniquement composé d'émojis et d'icônes. C'est une écriture universelle, lisible par tous, car elle est entièrement détachée de la langue parlée. Après, il allume la radio, il voit qu'il pleut, la température baisse et il pense à prendre son parapluie. Allons-nous tous adopter cette nouvelle façon d'écrire? Pendant 5000 ans, l'écriture nous a permis de communiquer à travers l'espace et le temps et à favoriser l'essor des civilisations. À partir de racines communes, l'écriture s'est développée en une myriade de formes distinctes. Mais aujourd'hui, la technologie du numérique a conquis le monde. Cette nouvelle forme de communication apportera-t-elle une nouvelle manière universelle d'écrire? Et alors que l'écriture se transforme, allons-nous changer avec elle? Au début du XXe siècle, le monde semblait divisé en deux. En Occident, la révolution industrielle a créé les merveilles technologiques de l'ère moderne. La communication et l'alphabétisation de masse sont devenues la norme. On parle de nombreuses langues différentes, mais presque partout, on apprend à lire et à écrire en utilisant l'alphabet latin. L'alphabet latin vient d'Occident, tout comme les idées de modernisation de la société. En Orient, où vivaient jadis les grandes puissances impériales de l'Eurasie, le mode de vie est resté le même depuis des siècles. Largement alimenté par le travail manuel plutôt que par les machines. Et les mêmes écritures traditionnelles employées parfois depuis des milliers d'années ont toujours cours. L'origine des caractères chinois et de leurs formes élégantes remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ. Mais une nouvelle génération de dirigeants révolutionnaires arrive au pouvoir. Inspirés par les idées politiques européennes, ils entreprennent de moderniser la société en adoptant les technologies, le style de vie et l'écriture de l'Occident. Les dirigeants pensaient que les caractères traditionnels ne permettraient pas d'occidentaliser la Chine. Mais changer d'écriture est tout sauf anodin. C'est un bouleversement majeur, dont les répercussions transparaissent encore de nos jours. Parce que l'écriture représente bien plus que les seuls mots qu'elle transcrit. Cette histoire commence à Istanbul. Chaque année, le 10 novembre, les Turcs se réunissent devant le palais de Dolmabahçe pour marquer l'anniversaire de Mustafa Kemal,
dit Atatürk, l'homme qui a changé l'écriture de la langue turque. Pendant plus de 600 ans, les Turcs ottomans ont régné sur un immense empire islamique. Puis la Première Guerre mondiale est arrivée. Défait par les Occidentaux, l'Empire ottoman s'effondre. Et du chaos émerge un nouveau leader réformiste, Mustafa Kemal, dit Atatürk. Mustafa Kemal est un officier ottoman. Il veut combiner son ambition politique avec un projet de modernisation de ce qui reste de l'Empire ottoman. D'où le désir de mettre en place un système d'écriture occidentale moderne. Atatürk pensait que la façon dont les Turcs écrivaient était un des facteurs du déclin de l'Empire ottoman. La langue de l'Empire ottoman était le turc, écrit cependant en utilisant l'écriture arabe. Mais l'arabe parlé et le turc parlé sont deux langues complètement distinctes. Le problème pour les Ottomans est que le turc n'est pas une langue compatible avec l'écriture arabe. Elle est presque diamétralement opposée à l'arabe, car l'arabe a énormément de consonnes et très peu de voyelles. Le turc, lui, emploie peu de consonnes, mais une grande variété de voyelles. Et ces nombreuses voyelles ne sont pas représentées dans l'alphabet arabe. Les Ottomans réfléchissaient à une réforme de leur alphabet depuis au moins 50 ans. Mais Atatürk ne va pas faire dans la demi-mesure. Au lieu de réformer l'alphabet arabe, il décide de le remplacer entièrement par l'alphabet latin. Pendant l'été 1928, il a cette idée. Ensuite, il voyage en Asie mineure avec un tableau. Il y a une photo incroyable, devenue célèbre, où on le voit qui montre les nouvelles lettres. Les lettres latines permettent d'épeler phonétiquement les mots turcs, ce qui facilite grandement leur apprentissage. Il n'y avait pas de raison de s'opposer à ce changement, car au moins 90% de la population était illettrée. Ça a été très rapide, presque du jour au lendemain. En moins d'un an, tout le monde s'y est mis, même la presse. Un jour, vous apprenez qu'il va falloir introduire des caractères latins, mais que vous pouvez conserver l'alphabet arabe habituel. Et à la fin de l'année, tout doit être en alphabet latin. Car Atatürk ne s'est pas contenté d'imposer une nouvelle écriture. Il est également déterminé à interdire l'ancienne. Et en 1929, l'alphabet arabe devient illégal. C'est illégal. Vous ne pouvez plus l'utiliser. À première vue, interdire l'écriture que les Turcs ont utilisée pendant des siècles semble inutile. Mais la réforme d'Atatürk ne vise pas que l'amélioration du taux d'alphabétisation. Il veut changer l'identité turque en profondeur. Les soufis sont célèbres pour la danse tourbillonnante des derviches tourneurs. Ils sont également réputés pour leur étude approfondie du Coran. Ils trouvent un sens spirituel non seulement dans les mots du Coran, mais aussi dans les lettres mêmes de l'alphabet arabe. Chaque lettre de l'alphabet arabe, chacune des 29 lettres, représente un des noms d'Allah. Par exemple, un bon nombre de chapitres du Coran commencent avec un groupe de 3 à 5 lettres qui ne forment aucun mot connu en arabe.
La formule la plus récurrente est Alif Lam Mem, l'équivalent de A, L et M dans notre alphabet. Les soufis pensent que cette combinaison de lettres est chargée de sens cachés. Alif, c'est Allah, seul et unique. L'âme, c'est la résurrection. L'énergie utilisée au moment de la résurrection. Mem, c'est le corps du prophète ou ceux des prophètes. L'une des choses les plus importantes dans le Coran et dans l'islam est l'écriture et la lecture. Ainsi, la plume représente la sagesse universelle, l'essence de l'intelligence, ainsi que le sommet de la sagesse. Par conséquent, il faut écrire. Il existe un lien spirituel profond entre écriture et religion. L'acte d'écrire est un acte sacré. Mahmoud Sahin est un calligraphe turc. 80 ans après la réforme de l'écriture d'Atatürk, il utilise toujours principalement les lettres arabes. L'écriture est un art, une œuvre qui implique les mathématiques et la géométrie sacrée. Bien sûr, cela vient d'une source divine. Sans écriture, pas de civilisation. Et tous les aspects de l'écriture sont sacrés. Nous ne jetons jamais les restes de crayons ou de papier que nous utilisons. Nous ramassons tout et à notre mort, une cérémonie religieuse a lieu. Le corps du défunt est lavé. Cette eau d'ablution doit être chauffée. Et pour cela, on brûle les restes de crayons et de papier. Quelle que soit la justification pratique, le rejet de l'alphabet arabe ne fut pas sans conséquence pour les Turcs. Il y a eu bien sûr le traumatisme psychologique et culturel de ceux qui étaient attachés à leur religion et pour qui l'alphabet n'était pas juste un alphabet, c'était l'alphabet du Coran. Notre plus gros problème est que le lien avec nos ancêtres est rompu. On ne peut plus lire les documents venant de nos grands-parents dans leur langue originale. Les jeunes générations ne peuvent plus lire les tombes anciennes. Ils ont grandi sans pouvoir lire les tombes de leurs grands-parents. Mais pour Atatürk, cette rupture brutale avec le passé est précisément ce qu'il recherche. L'adoption de l'alphabet latin n'a pas seulement pour but d'améliorer le taux d'alphabétisation. C'est aussi une tentative pour changer en profondeur la nature de l'identité turque, l'éloigner de son passé islamique et la rapprocher des démocraties modernes séculaires de l'Europe de l'Ouest. Mustafa Kemal est attiré par l'Occident. S'il y a une justification linguistique à cette réforme, il y a aussi une volonté de changement de civilisation. Il s'agit de devenir blanc, de devenir européen. La réforme de l'écriture d'Atatürk a eu un impact profond sur la société turque, un changement qui ne va pas passer inaperçu à travers le monde. L'écriture est essentielle. C'est très bien perçu par les Occidentaux. C'est une immense campagne de communication. Ataturk lives quietly, spends time teaching the youngest of his 6 adopted daughters the alphabet he made all Turkey learn. Les Turcs ne sont pas les seuls à devoir apprendre à manier une nouvelle écriture du jour au lendemain. D'autres chefs d'État vont utiliser le pouvoir de la latinisation pour créer un changement social. Alors que les révolutions balayent l'Asie, la réforme de l'écriture devient un outil clé pour imposer un mode de vie moderne aux sociétés traditionnelles.
Au XIXe siècle, les États islamiques d'Asie centrale sont absorbés par l'Empire russe en expansion. Sous la férule des tsars, ces langues apparentées au turc continuent à être écrites en arabe comme elles l'ont été depuis les conquêtes musulmanes du 8e siècle. Mais en 1917, l'Empire russe s'effondre et la révolution bolchevique dirigée par Lénine prend le pouvoir. Le nouveau gouvernement communiste est alors déterminé à moderniser et à laïciser tous les aspects de la société dans toute l'Union soviétique. En Asie centrale, cela implique un changement d'écriture, comme en Turquie. Shaknoza Zoatova est philologue et spécialiste des réformes de l'écriture en Ouzbékistan. Lénine a mené une politique de latinisation pour se débarrasser de l'héritage du tsar. À l'époque, il y avait cette idée de latiniser le monde entier. Il voulait exporter la révolution et aller vers une intégration universelle avec l'Europe à l'aide de cet alphabet. En 1929, les dirigeants de l'Union soviétique ont publié un décret sur l'utilisation de l'alphabet latin. Comme en Turquie, l'introduction d'une nouvelle écriture vise à accroître le taux d'alphabétisation. Et à l'instar de la Turquie, la rupture avec le passé est brutale. Soudainement, un peuple qui avait pendant des milliers d'années lu et écrit l'ouzbek avec l'alphabet arabe et ainsi hérité de ce patrimoine culturel inestimable, a été forcé d'utiliser les lettres latines. Mais à la faveur d'un changement de régime à Moscou, la politique de latinisation cesse. Staline succède à Lénine et cherche à renforcer son emprise sur tous les recoins de l'Union soviétique. Et ce nouvel objectif politique va se traduire, une fois de plus, en un changement d'écriture. À partir de 1940, l'alphabet cyrillique a été imposé dans toute l'URSS. L'alphabet latin a disparu et le cyrillique est devenu un outil pour la politique de russification. L'alphabet cyrillique est alors resté le système d'écriture d'Asie centrale pendant 5 décennies. Mais la vie politique russe subit un nouveau séisme. En 1991, l'Union soviétique s'effondre et l'Ouzbékistan devient un pays indépendant. Les Ouzbeks ont désormais une nouvelle identité politique et un nouveau chef, Islam Karimov. Afin de marquer ce changement, Karimov décide de modifier à nouveau l'écriture. Adieu le cyrillique, l'alphabet latin est de retour. Il y a certainement des raisons politiques à notre retour vers l'alphabet latin. Tout d'abord, le cyrillique véhiculait l'idéologie russe. Et après notre indépendance, nous avons voulu sortir de l'influence de la Russie, de la russification, de l'idéologie russe, et nous rapprocher de l'Europe, de la Turquie et du monde entier. Et pour ça, nous avons dû réformer l'alphabet. En 1929, nous sommes passés de l'alphabet arabe à l'alphabet latin. Puis en 1940, nous avons remplacé l'alphabet latin par l'alphabet cyrillique. En 1993, nous avons rejeté l'alphabet cyrillique et nous sommes revenus à l'alphabet latin. En 1995, nous avons réformé et actualisé une partie des caractères latins en passant à un alphabet révisé.
les nombreux changements d'écriture en Ouzbékistan font ressortir un élément fondamental. L'écriture que nous apprenons à l'école exprime tout autant notre identité que les mots que nous choisissons d'écrire. Et nulle part ailleurs qu'en Chine, ce lien entre écriture et identité n'est aussi puissant. Dans n'importe quel parc en Chine, il n'est pas rare de trouver des gens de tous âges écrivant des mots avec de l'eau. Ils n'utilisent pas d'alphabet, mais dessinent des caractères de l'écriture pictographique chinoise traditionnelle. En Chine, les caractères ont évolué vers la plus concise, la plus essentielle et la plus pure des formes d'art. C'est une forme d'art qui vous révèle. Vous ne pouvez pas masquer les défauts de votre écriture. Si vous suivez un entraînement depuis le plus jeune âge, si à 2 ou 3 ans, vous avez appris à tenir le pinceau, à le manier, à le déplacer, en vous exerçant sans relâche, vos muscles seront différents de ceux qui n'ont pas été formés. L'écriture chinoise est utilisée sans discontinuer depuis plus de 3000 ans. Les civilisations occidentales d'Égypte ancienne, du cunéiforme et des langues écrites de la Mésopotamie ont fini par disparaître. Une fois qu'une civilisation s'est effondrée, le véhicule utilisé pour transmettre son identité n'existe plus. C'est différent pour l'alphabet chinois. La civilisation a survécu, son enseignement a pu se poursuivre parce que son écriture a perduré. Mais pendant une grande partie du siècle dernier, les dirigeants chinois étaient déterminés à faire disparaître les caractères traditionnels pour les remplacer par une écriture plus simple. Au début du XXe siècle, la Chine faisait face à des troubles intérieurs et extérieurs. Le pays ne s'était pas encore industrialisé. Les gens suivaient un mode de vie traditionnel. La faible économie de la Chine à cette époque a fait d'elle la proie des puissances occidentales. Les intellectuels et les érudits chinois cherchaient les raisons de la régression de la Chine. C'était probablement parce que les caractères chinois étaient compliqués à apprendre, ce qui rendait l'apprentissage difficile. C'est pour cela qu'il y avait autant d'analphabètes. Le mécontentement populaire face au déclin de la Chine explose finalement le 4 mai 1919. Les étudiants protestataires descendent dans les rues de Pékin pour réclamer des changements radicaux. Cet événement lance 30 ans de troubles politiques qui vont conduire à la guerre civile en Chine et à une guerre entre le chinois et l'alphabet latin. Il y a eu beaucoup de tentatives de réforme des caractères chinois. La plus importante fut au moment du mouvement du 4 mai 1919. À cette époque, certains ont suggéré de renoncer au caractère chinois et de s'inspirer des lettres occidentales. Le Parti communiste chinois abrite les partisans les plus enthousiastes de la réforme. Ils se tournent alors vers leurs alliés idéologiques en Union soviétique,
qui ont d'ores et déjà latinisé les écritures d'Asie centrale. Vers 1930, une nouvelle écriture latinisée a été proposée par un groupe en Russie soviétique. Ils ont créé un système pour écrire les mots chinois avec l'alphabet latin. Ce nouveau système est conçu pour faciliter l'écriture et la lecture en épelant phonétiquement les caractères chinois grâce aux lettres latines. Cela s'appelle le Latinhua Sinwenz. Dans les années 1930, le système a été popularisé. Le Parti communiste y était très favorable, dans le but de servir le peuple. Leur idée était simple. C'est écrit ici en première page. Pour éliminer rapidement l'illettrisme, nous devons promouvoir une nouvelle écriture. La langue chinoise écrite doit être latinisée, car les caractères sont trop compliqués, trop difficiles à apprendre. Nous pensons que la latinisation est le meilleur et le seul outil pour éliminer l'analphabétisme. C'est une citation de Mao Tse-tung. Alors que les forces de Mao marchent vers le sud en conquérant de plus en plus de territoires, la nouvelle écriture Latinhua Sinwenz les suit pas à pas. On le voit apparaître dans les journaux, les livres, les manuels scolaires et les horaires de train. Conservées à la Bibliothèque nationale de Pékin, des milliers de publications témoignent de l'expansion des lettres latines à travers le pays. Latinhua Sinwenz signifie d'ailleurs la nouvelle écriture latine. Il y a beaucoup d'articles sur la façon d'écrire le nouveau texte latin, notamment des illustrations explicitant la bonne tenue du stylo, mais aussi pour former la cursive des lettres. Le contenu idéologique de ces publications saute aux yeux. Néanmoins, à la fin des années 40, après plus de 10 ans de politique de latinisation, la plupart des articles sont toujours écrits dans les deux systèmes d'écriture. Cela montre que si l'écriture chinoise traditionnelle a bien subi une attaque, elle se défend avec vigueur. Le président Mao envisageait probablement de remplacer les caractères chinois par des caractères latins. Mais de nombreux obstacles se sont dressés. Les habitants de différentes régions parlaient différents dialectes. Ils auraient eu beaucoup de mal à s'adapter à un système phonétique universel. Les caractères chinois lient les différents peuples de la Chine entre eux. Par exemple, dans les territoires mandarins, le caractère graphique de l'amour est prononcé ai. Mais en cantonais, le même caractère est prononcé nuo. En phonétique, les deux mots vont être transcrits différemment, alors que dans l'écriture chinoise, ils sont tous les deux représentés par le même caractère. Ainsi, même si les langues parlées sonnent différemment, les caractères écrits sont les mêmes partout. L'écriture chinoise est ainsi le garant de l'unité de la Chine et de son immense territoire. Seuls les caractères chinois peuvent dépasser le problème des dialectes. Peu importe le dialecte, une fois écrit, tout le monde comprend. De surcroît, le peuple chinois est profondément attaché à son système antique. Chaque caractère est infusé d'une longue histoire. Chaque caractère, en remontant à l'époque de sa naissance, avec sa forme et l'évolution de sa forme au fil du temps, nous permet de révéler les mystères de la culture et de l'histoire. Il nous reste encore beaucoup de questions sans réponse, mais chaque fois qu'un de leurs secrets est révélé, on éprouve une joie indescriptible. Les caractères sont l'incarnation de la civilisation chinoise. Chacun d'entre eux raconte un bout de la vision du monde de ceux qui l'ont fondé. Par exemple, la combinaison du caractère femme associé au caractère enfant donne le caractère qui signifie bien.
le caractère chant combiné au caractère force signifie homme. La culture et la civilisation chinoise ont été formées à l'aide des caractères chinois. Si vous utilisez le latin, c'est une fracture historique. Donc évidemment, ce plan a été rejeté. En 1949, le président Mao déclare la naissance de la République populaire de Chine. Le communisme est victorieux. Mao a alors d'ores et déjà discrètement enterré son projet de latinisation. Le coût culturel de l'abandon de l'écriture chinoise représentait un prix à payer trop élevé par rapport à l'efficacité supposée de l'alphabet latin. Mais le problème de l'alphabétisation de masse demeure. Comment faire pour que tout le monde puisse employer une écriture complexe qui, tout au long de l'histoire chinoise, a toujours été la discipline de l'élite? Le cours commence. Ok, on s'assoit. Qu'est-ce que je chantais? Est-ce un poème ancien? Et dans ce poème antique, quel paysage pouvons-nous voir? Bien. Levez la main pour parler. J'ai entendu une phrase décrivant un lotus. Fantastique. Asseyez-vous. Peu importe la façon d'enseigner les caractères, nous devons remonter à leurs origines, tout comme la source qui jaillit des interstices des rochers est à l'origine de l'eau. Ça, ce sont les gouttes d'eau qui éclaboussent le mur de pierre. On dit que c'est l'eau. La tâche principale de Sophia est d'enseigner à ses élèves des milliers de caractères différents. Comment pouvons-nous apprendre tous ces caractères? En fait, ce n'est pas nécessaire. Parce que bon nombre de caractères peuvent être ramenés à leurs racines. Je crois que les Occidentaux se font des idées sur les caractères chinois. Dans le plus gros des dictionnaires, on a plus de 50 000 caractères. C'est énorme. Mais quand on considère les unités de base, ça ne l'est pas tant. Il y en a environ 300. Donc, ce n'est pas aussi compliqué que ce que les Occidentaux pensent. Et donc, ça c'est quoi? Panier de fruits. Orange. Orange. Raisin. Oignon. Le docteur Thomas Hope est neuroscientifique. Il s'intéresse tout particulièrement à la relation entre l'écriture et la lecture. La différence la plus évidente entre une écriture pictographique et une écriture latine est que l'alphabet latin n'a que 26 lettres, alors que les écritures pictographiques comprennent des milliers de caractères. Mais bien sûr, on ne peut pas apprendre à lire seulement en apprenant les lettres. Je l'ai constaté quand mes enfants ont appris à lire. Ça, c'est un chapeau. Ça ne suffit pas. Vous devez aussi comprendre et reconnaître les mots. Et une fois que vous arrivez à reconnaître les mots, il faut en apprendre des milliers. Donc le vrai problème à résoudre pour arriver à une lecture fluide est presque similaire entre les deux écritures. En tant que scientifique, Thomas souhaite comprendre la mécanique du cerveau lors de l'apprentissage de la lecture. Une expérience clé sur ce sujet a été conçue par le docteur Tai Tu-me. Elle est parvenue à comparer le fonctionnement d'un même cerveau lors de la lecture d'une écriture phonétique et lors de la lecture d'une écriture pictographique. Le japonais a été choisi pour l'occasion car cette écriture utilise les deux systèmes.
Dans cette expérience avec le japonais, nous avons demandé à un participant de lire le même mot japonais écrit en caractère kanji et en caractère hiragana kana, et nous avons comparé l'activation du cerveau. Pour écrire leur langue, les Japonais utilisent des caractères pictographiques chinois, qu'ils appellent kanji. Mais dans la plupart des textes, ces caractères kanji se trouvent aux côtés de lettres appelées hiragana kana, qui épellent les mots phonétiquement. Par exemple, le pronom « je » peut être orthographié phonétiquement avec 3 lettres kana ou représenté par un seul kanji. Il n'existe qu'une 50aine de caractères kana, et c'est presque tout le temps une correspondance entre une lettre et un son. Donc, si vous apprenez les kana, vous pouvez tout lire. Mais pour les caractères kanji, il n'y a pas de relation entre un caractère et un son. On essaie donc de comprendre si, lorsque les Japonais lisent le japonais en kanji ou en kana, ils utilisent des parties différentes de leur cerveau. 3 zones spécifiques du cerveau sont impliquées dans la lecture. 2 d'entre elles sont associées à l'ouïe et à la vision. La partie du cerveau qui traite les sons est sur le côté, proche de l'oreille. Et la partie du cerveau qui traite la vision est derrière, c'est là que le nerf optique arrive. La zone auditive fait partie d'une structure cérébrale plus grande, appelée lobe temporal, un endroit où les sensations sont associées à des souvenirs pour donner un sens à nos expériences. Toute lecture commence par stimuler une activité dans la région visuelle et se termine dans le lobe temporal où cette activité est interprétée. Mais ce stimulus peut emprunter 2 chemins différents, directement de la zone de vision au lobe temporal ou en faisant un détour par la zone auditive. La logique aurait voulu que la lecture des caractères phonétiques hiragana kana active la voie auditive et que les caractères kanji, basés sur l'image, empruntent la voie directe de la vision au lobe temporal où un sens lui serait donné. Mais ce n'est pas vraiment ce que l'expérience a montré. J'avais supposé que la façon dont on lit les phonèmes ou les pictogrammes serait complètement différente. Et il se trouve que ce n'est pas vraiment le cas. En effet, les 3 zones sont actives, quel que soit le type d'écriture lue. On utilise le même ensemble de régions. C'est un réseau identique, mais ses composants sont utilisés légèrement différemment en fonction des alphabets. Lorsque les gens lisent une écriture phonétique, ils sollicitent un peu plus le circuit sonore. Et quand ils lisent une écriture pictographique, ils ont tendance à solliciter un peu plus le circuit visuel. Mais on utilise quand même les 2. L'expérience du Dr Twomey suggère que nos cerveaux font un travail similaire, qu'ils lisent des mots représentés par des caractères chinois ou par un alphabet phonétique. Les 2 systèmes d'écriture représentent en fait le même niveau de difficulté à l'apprentissage. Les dirigeants politiques révolutionnaires comme Lénine et Mao considéraient jadis l'alphabet latin comme un ingrédient nécessaire pour construire une société moderne. Finalement, l'alphabet n'apparaît pas comme la clé de l'alphabétisation de masse. L'éducation de masse semble être la solution. Il faut que les gens aillent à l'école. S'ils y vont, vous vous rendrez compte qu'ils peuvent apprendre à lire les pictogrammes tout aussi bien que nous apprenons à lire l'alphabet. Aujourd'hui, il n'y a pas que les humains qui doivent être capables de comprendre une écriture. While it is true that the computer can be called a kind of brain, although a very limited one, in order to solve any problem, the computer must first be instructed by a human programmer who has painstakingly and logically analyzed the problem. Aux États-Unis, dans les années 1960, les bases d'Internet sont en train d'être posées. L'écriture native des ordinateurs est un simple code binaire constitué de 1 et de 0.
Mais pour faciliter l'interaction humaine avec les ordinateurs, les informaticiens américains ont développé la SCII, l'American Standard Code for Information Interchange. La communication entre l'homme et la machine est établie grâce à un langage écrit en lettres latines. Pendant de nombreuses décennies, l'usage de l'alphabet latin était indispensable pour se servir d'un ordinateur. Cet héritage a encore un impact important de nos jours. Dans ce café d'un quartier chic du Caire, un groupe de jeunes utilise les lettres latines pour écrire des mots arabes. Cette nouvelle façon de transcrire l'arabe est appelée le franco, ou franco-arabe. Le franco est de l'arabe qui s'écrit avec des lettres latines. On prononce en arabe, on parle en arabe, mais on l'écrit différemment. À l'origine, le franco, c'était l'arabe des gamers. Ils n'avaient pas de clavier avec des lettres arabes. Donc, ils ont inventé le franco. Le franco, c'est pour les jeunes. Ceux qui ont plus de 26 ou 27 ans ne le connaissent pas vraiment. Ils ne l'utilisent pas tant que ça. Pour certains, c'est cool d'écrire en franco. Mais moi, j'aime pas ça. Si c'est une longue conversation, c'est difficile pour moi. Mais certains de mes amis ne savent pas envoyer des messages en arabe. Donc, je suis obligée de lire le franco. C'est juste que j'aime pas ça. J'adore parler arabe, écrire en arabe. Ça fait partie de moi. C'est de là que je viens. Je n'aime pas écrire en franco. C'est tellement bizarre. Ça détruit ma culture. La nature de la technologie moderne a poussé les jeunes Arabes à utiliser l'alphabet latin. Quelque chose de similaire est en train de se produire en Chine. Les lettres latines sont désormais utilisées quotidiennement sur les ordinateurs et les téléphones grâce à un système appelé pinyin. Le pinyin est un outil utilisé pour écrire la prononciation des caractères chinois. Avec les téléphones portables et les ordinateurs, le pinyin est très utilisé pour passer du son au mot. On sait que l'écriture doit être pratiquée. Or, aujourd'hui, nous n'écrivons plus. Nous tapons. L'utilisation de l'alphabet latin est devenue, pour la jeunesse chinoise en particulier, une seconde nature. Dans ma vie de tous les jours, je dépends beaucoup des claviers et des ordinateurs pour écrire mes idées. Parce que le clavier a été conçu pour l'anglais, on utilise le pinyin pour écrire. En chinois, par exemple, dentifrice s'écrit comme ça. C'est comme un dessin. Et ça, c'est le pinyin. Ce sont deux choses différentes. Donc, si je peux dire quelque chose, cela ne signifie pas que je peux l'écrire. Mais en anglais, si je peux le dire, je peux l'écrire. En tant que système phonétique simple, le pinyin a ses avantages. Mais il est devenu une menace pour l'écriture traditionnelle. On commence à écrire. Allez-y. 1, 2, 3... À l'école, les enfants apprennent à écrire par la répétition et la mémoire musculaire. Mais dans le monde adulte envahi par les claviers numériques, l'écriture manuscrite s'est raréfiée et le souvenir des gestes, petit à petit, s'estompe. Lorsque j'écris au tableau, j'oublie parfois comment écrire certains caractères, ce qui est très gênant pour un enseignant spécialiste de la langue écrite. Faisons un petit jeu. Prenez un stylo et du papier. On va devoir écrire? Même un enfant écrit mieux que moi. Pouvez-vous écrire là tout? Je ne sais pas comment l'écrire. Je croyais que c'était autre chose. Pouvez-vous écrire chatouiller? Je ne sais pas non plus. Ok, le troisième, embarras. Quoi? Embarras.
C'est bon? Alors, le dernier, très intéressant. Très intéressant. Non, c'est le mot qui est très intéressant. Crapaud. Oh mon Dieu! Je n'en connais aucun. Ce mot est comme une ombre que je ne peux pas attraper. Tu fais juste un dessin de crapaud? Voyons les résultats. Chatouiller, correct. Embarras, tu ne sais pas. C'est embarrassant. Très embarrassant. Je suis un étudiant diplômé et je ne peux même pas écrire un caractère. C'est vrai que c'est gênant. Ça m'énerve. Je pense que les caractères sont utilisés pour indiquer que vous avez un statut social. C'est un indicateur culturel. Si vous ne savez pas écrire, ça veut dire que vous êtes illettré et au bas de l'échelle sociale. C'est vraiment lié à votre statut social. Mais quand on y pense, aujourd'hui, on ne dépend plus de ce savoir, car on a d'autres outils comme le pinyin. Les atouts de la technologie ont rendu les Chinois amnésiques. Même les plus instruits ne savent plus comment écrire certains caractères. J'utilise la reconnaissance vocale. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine pourrait-il se généraliser dans le monde entier? Les nouvelles façons d'écrire sont de plus en plus populaires. Sera-t-il bientôt encore nécessaire d'apprendre à écrire? Le pouvoir de la technologie. L'artiste chinois Xu Bing a exploré l'avenir et le passé de l'écriture dans deux œuvres remarquables. Une histoire sans mots est un projet dans lequel Xu Bing a créé une écriture pictographique constituée d'émojis et d'icônes et l'a utilisée pour écrire un petit roman. On vit un nouvel âge hiéroglyphique. Son travail explore l'idée que la vie moderne a finalement permis la création d'une écriture universelle, faite d'images. Face à cette œuvre, votre capacité à lire ne dépend pas de votre bagage culturel. L'histoire comique racontée est celle d'une journée dans la vie d'un employé de bureau. Elle peut être comprise par n'importe qui, quelle que soit la langue parlée, car les icônes sont conçues pour être universellement reconnaissables. Mais une histoire sans mots suggère en creux qu'un monde sans barrière de langue serait un monde avec une culture monochrome. Vous et moi, nous avons une culture différente, des gènes différents. La façon dont nous parlons, la nourriture que nous aimons varie également. Qu'adviendrait-il si nous devenions identiques et si nos différences culturelles n'avaient plus d'importance? Deviendrions-nous tous des icônes? La connexion entre écriture et culture est également le thème de l'œuvre la plus célèbre de Xu Bing, le livre du ciel. Je voulais créer un livre pour exprimer mes sentiments face au livre et au caractère. Les gens aiment l'appeler le livre du ciel, parce qu'en Chine, nous appelons les choses que nous n'arrivons pas à lire ni à comprendre un livre du ciel. J'ai créé environ 4000 caractères. Ils ressemblent à de vrais caractères, mais ne le sont pas. Le livre du ciel se compose de milliers de caractères imprimés avec des blocs de bois. Mais les caractères que Xu Bing a sculptés sont tous de son invention, et ils n'ont aucun sens. En réalité, ce ne sont que des motifs très abstraits ou des dessins. Je me suis enfermé dans une petite pièce pendant environ 2 ans pour réaliser cette œuvre, sculptant tous ces caractères absurdes que je ne comprenais pas moi-même. C'était très confortable. Ce livre regorge de secrets.
Même si ce livre n'a pas de contenu, toute la structure, le nombre de pages, le sommaire et le titre de chaque chapitre obéissent strictement à l'ordre traditionnel. C'est-à-dire qu'un cadre très rigide régit tous ces caractères que personne ne connaît. Ainsi, le dernier volume est un lexique. Dans le lexique, les petits caractères expliquent les gros caractères. Des caractères inconnus expliquent des caractères inconnus. Nous percevons l'écriture comme un moyen de véhiculer notre pensée. Vu sous cet angle, ce qui compte le plus, c'est l'efficacité. Mais l'écriture a toujours été plus qu'un langage. Pendant 5000 ans, la forme des lettres, des caractères, des hiéroglyphes a été dépositaire d'identités culturelles et religieuses, difficiles à exprimer par des mots. C'est leur pouvoir caché. Car quand nous écrivons, notre identité s'exprime dans chaque mot formé, qu'il ait un sens ou non. Le livre du ciel ne signifie rien, et pourtant, il est une des plus puissantes expressions de la culture chinoise. L'un des principaux enseignements zen est la communication sans communication.